Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. En hommage à ce que l'œuvre de Jean-Paul Hilton-Brand et son travail m'ont transmis de la psychanalyse, lui auprès de qui j'ai appris ô combien ce que vivre pouvait vouloir dire. À Marianne, Jeanne et Adrien Amiel. Aux draperies des mots, assemblage de l'art littéraire, au massif, au pluriel, parterre de voyelles colorées, décor des lignes, ombre de la muette, boucle superbe des consonnes, architecture, fioriture des points et des signes brefs, à mon secours, au secours de l'homme qui. Divine nécessité de l'imperfection, divine présence de l'imparfait, du vice et de la mort dans les écrits, apportez-moi aussi votre secours. Que l'impropriété des termes permette une nouvelle induction de l'humain, parmi des signes déjà trop détachés de lui et trop desséchés. Aux traces humaines à bout de bras, aux sons originaux. Je veux vous faire aimer pour vous-même, plutôt que pour votre signification. Enfin vous élever à une condition plus noble que celle de simple désignation. Francis Ponge, La promenade dans nos serres, 1919, Proème. Dans Œuvre complète, tome 1, édition établie sous la direction de B. Beugnot, Paris Gallimard, Col. Bibliothèque de la Pléiade, 1999, page 176. Préface. Sous son beau titre Apprendre à désirer, Gérard Amiel veut expliciter, reprenant le vif des avancées freudiennes et lacaniennes, ce que pourrait être aujourd'hui sinon la finalité d'une cure analytique, du moins ce vers quoi elle pourrait tendre. Qu'en est-il en effet de la spécificité d'une discipline, actuellement décriée, à quoi l'on préfère des psychothérapies visant à adapter les comportements aux normes sociétales en cours? Si la parole féminine, à l'heure où paraît ce livre, s'est levée, dit-on, pour dénoncer une sexualité au service du plus fort, comme depuis les années 1960 dominait dans nos sociétés occidentales la promotion d'une jouissance sans frein dont Sade représentait sinon le modèle, du moins la vérité, il restait à offrir à une jeunesse livrée aux discours véhiculés par les écrans, entre un tout voir du sexe et la dénonciation, la description au grand jour d'excès ou de crimes relevant hier de L', intime quand bien même pénalisé, l'ouvrage d'un psychanalyste qui veut proposer d'autres chemins d'interrogation et de réflexion concernant la sexualité humaine, ses modalités et ses limites. Car ouvrant sur une citation de Francis Ponge, le livre de Gérard Amiel veut montrer que la voie complexe du désir est depuis toujours assujettie au langage, à ce bain dans lequel le petit humain est immergé dès sa naissance. Cette spécificité humaine qui prévaut sur le monde animal, cette articulation des pulsions à la parole, parfois recouverte par la névrose, se révèle dans la cure analytique, pour qui a bien sûr le courage de l'entreprendre. Il est vrai que la psychanalyse comme son exercice sont une passion pour Gérard Amiel, au sens où elle peut nous transformer de façon inédite comme elle a transformé l'auteur qui l'a tout d'abord expérimenté dans sa propre cure, non sans avoir auparavant fait l'expérience de la philosophie et de la poésie. Gérard Amiel pose donc la psychanalyse comme un savoir en acte, traversé tant par la parole de l'autre que par la question de la filiation. C'est pourquoi l'auteur propose une lecture didactique et inventive des concepts fondamentaux issus de la clinique analytique, lecture dont l'originalité consiste à prendre en compte le rapport subjectif de l'auteur à cette discipline, indiquant que cette dernière ne saurait se passer de l'énonciation d'un dire, d'une prise de parole individuelle sinon à se figer en un instrument de pouvoir dévoyant sa raison d'être. La psychanalyse repose en effet sur l'expérience de la cure, celle de la parole qui ne va pas sans la langue vernaculaire partagée, la mémoire symbolique qu'elle porte et recèle. Elle ne va pas sans les rencontres, les attachements qui font le tissu d'une vie. Ainsi, loin de la culture du trauma où l'on entend aujourd'hui réduire et enfermer la douleur du passé, Gérard Amiel ouvre son livre par ce qu'il en aura été de son propre parcours dans une cure comme possible cheminement vers de nouveaux liens à l'autre, au social et au politique, vers l'invention de détours puis d'écarts dans le tissu signifiant se présentant à chacun comme déterminisme, destin. Nous sommes bien loin dans ce projet, de la recherche des insignes de la réussite qui grèvent nos existences et que promettent les discours dominants avec leurs revers, l'échec, la frustration et leur pendant l'insatisfaction. Nous sommes bien éloignés en effet du prêt-à-porter ambiant de la pensée, comme des prestations encouragées par la dérive de certaines écoles analytiques visant à promouvoir des hiérarchies. Quel privilège autre en effet que l'accès de chacun à son énonciation singulière pourrait se déduire de l'importance octroyée à la parole et à sa fonction.
Il s'agit donc ici d'un livre de psychanalyse, écrit sans autre attente qu'un jour quelqu'un le recueille telle une bouteille à la mer. Et il n'y aurait en cette bouteille de quelconque secret ou filtre de bonheur, mais l'indication d'une voie possible et inédite à construire pour chacun, différente de la poursuite illusoire des artefacts que nos sociétés produisent sur le marché planétaire de la jouissance. Cette indication, cette direction serait pour chacun la voie de son désir qui ne se calcule pas sans l'autre. Mais il aura fallu au préalable que l'auteur ait explicité un terme aujourd'hui galvaudé par la revendication moïque et identitaire. Si la psychanalyse est selon Gérard Amiel un apprentissage du désir, qu'appréhender exactement sous ce vocable? Rien là des jouissances convenues, des idéaux paradoxalement désavoués lors même que promus, ceux de la jouissance sans limite des biens. Il est vrai que la psychanalyse en la figure de Freud, son fondateur, n'avait aucun caractère d'optimisme à constater dans son expérience clinique, la perversité polymorphe de la sexualité infantile comme les conséquences de l'articulation de la pulsion de mort à la pulsion de vie dans notre vie psychique. Il y a en effet pour Gérard Amiel un enseignement fondamental à retenir de la psychanalyse que le sens commun tend toujours à occulter dans le partage et la répartition des places. La question du désir humain tel que l'explore la clinique analytique, un désir qui nous commande via les lois de la parole un matériel textuel, celui de la langue qui précède toute venue au monde et qui tisse l'inconscient du sujet, matériel littéral possiblement remanié par la cure. Rien là des réponses à la lettre aux attentes imaginaires qui se formulent au commencement de la démarche analytique. Rien là des réponses que l'opinion revendique selon des idéaux certes variables historiquement. Si notre actualité, suivant les opinions publiques, en appelle à une judiciarisation de la sexualité, c'est qu'elle considère sans doute toujours la découverte freudienne, selon laquelle l'infantilisme de la sexualité gouverne le destin humain comme irrecevable. La sexualité prônée par les nouveaux mouvements féministes ne viendrait-elle pas à l'encontre des avancées freudiennes et lacaniennes, issues pourtant directement de la clinique et de ce qu'elle nous apprend? Qu'en est-il d'une prescription possible, fût-elle éducative, sociale, politique ou judiciaire de bonnes pratiques sexuelles? Gérard Amiel affirme ici la psychanalyse justement comme pratique détachée des guides de bonne conduite, comme de l'alibi qu'elle fut en d'autres temps pour ouvrir à une permissivité hors refoulement. C'est se méprendre sur la psychanalyse, qui ne s'est pas contenté de constater que la sexualité était au centre du devenir humain, mais a révélé les conséquences de son assujettissement aux lois du langage, en quoi consiste l'éthique du désir. Cette dernière n'a ni à voir avec une morale, ni avec un vade-mecum. Elle est ce que la cure vise à faire atteindre au sujet qui la pratique. La reconnaissance pour chacun de l'existence de la loi comme indication de ce à quoi il faudra consentir à renoncer, c'est-à-dire la condition de l'inscription d'un manque pour désirer. Au-delà d'une certaine limite, celle du principe de plaisir a montré Freud, ce qui nous gouverne est un rapport énigmatique avec das Ding, la chose, l'objet interdit. Il est de la structure du désir d'être dépendant d'un manque fondamental dont le par-l'être est constitué. L'objet primordial du désir, das Ding, celui soumis au refoulement originaire. Le sujet humain doit y avoir renoncé pour possiblement entrer dans le symbolique qui signe le lien social. Les retrouvailles avec la chose, l'art sait, comme le poème, les simuler, les représenter mais en soulignant leur illusion. Si ces retrouvailles sont réelles dans l'hallucination de la psychose, fantasmées dans l'acte amoureux, elles sont néanmoins interdites et cette interdiction est source d'un réel inhérent au désir humain. Voilà en quoi réside selon Gérard Amiel le vif de la découverte de l'objet petit a, par Jacques Lacan. Mais il est vrai qu'advenir à son désir, c'est-à-dire au dépassement qu'implique l'entrée dans le champ du manque qui ordonne la sexualité humaine est peu vendeur. Mieux vaudrait promettre une pleine jouissance, fût-elle celle de la revendication victimaire. Gérard Amiel analyse donc la problématique essentielle posée par chaque patient dans sa demande d'analyse, et envisage comment son dépassement qu'il identifie à l'acte analytique est possible, distinguant radicalement la psychanalyse de la psychologie, de la psychothérapie comme de la psychiatrie. C'est dire combien l'une des préoccupations du livre est de faire rupture avec les discours courants, d'autant plus ségrégatifs qu'ils soutiennent l'égalité sans différence des sexes. Par l'être, à matière, voici le sujet de l'inconscient,
un sujet destitué par Lacan après Freud de tout narcissisme identificatoire qui l'appauvrirait en un moi où pourtant il est nécessaire de se reconnaître. Le sujet pourrait par la cure transformer sa demande initiale de bonheur en un désir articulé aux lois symboliques permettant à minima un vivre ensemble, mais d'avoir éprouvé que le tragique d'un destin chiffré est susceptible d'un remaniement propre à accueillir cette part d'inconnu qu'est l'altérité, l'étranger à soi-même et dans la langue. C'est ce que peut accueillir le poème. C'est ce que le travail de l'auteur reprend pas à pas, explicitant les formations de l'inconscient dans ce qu'elles ont de plus étonnant et qui ne se révèlent que dans la matérialité de la cure, où une parole singulière effective peut trouver à s'inventer dans les torsions de la langue ses trouvailles. Se faire le passeur de ces vérités constituantes de l'humain, à l'adresse des nouvelles générations d'analysants et de tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse comme alternative à l'angoisse, à la perte de repères, à la multiplication des passages à l'acte, voire à la radicalisation, indique un horizon que n'ouvre ni la philosophie, ni la religion, ni la science, un horizon détournant de l'amour de soi et de ses avatars. Exclusion, haine, racisme, violence. Comment donc déplacer la norme édictée par la névrose qui grève comme on le sait notre lien social ? Comment l'analyse parvient-elle, certes au cas par cas, à nous faire éviter le pire tant dans l'histoire individuelle que collective ? Lacan s'y essaya dans sa recherche sur le nœud borroméen. Notons que Gérard Amiel y voit parfois dans la reprise acharnée qui se substitue au vif de la clinique une impasse, si la topologie devient une caution de scientisme s'affranchissant dès lors du transfert comme de la part de responsabilité et d'engagement de chaque praticien dans son exercice. Lacan n'a-t-il pas lui-même à la fin de son œuvre, en particulier dans son ultime séminaire, « La topologie et le temps », fait entendre ce que la topologie devait à l'imaginaire ? C'est à la fonction de la parole restituée ici en tant que décisive, que l'auteur souhaite nous rapporter en insistant tout au long de l'ouvrage sur la part que la poésie prend dans la formation de l'analyste, pour autant que l'interprétation a aussi à s'inspirer de son usage de la métaphore. Tout traité de clinique analytique devrait comme celui-ci proposer l'invention et le déplacement d'une doxa, qui sinon s'appauvrit dans la rigidité du dogme. La dite castration, ce manque dans l'autre, qui rendrait le désir possible concerne aussi bien l'analyste que la théorie analytique. Pourtant souvent le courage nous manque à affronter la solitude et le ciel vide qu'aujourd'hui recouvrent nos croyances, nos revendications, nos guerres. Sans doute la lecture de livres comme celui-ci aide à trouver ce courage, celui de désirer. Car telle est l'originalité de ce livre d'être un acte s'adressant non seulement aux analysants, aux analystes en formation, à la jeunesse mais aussi à chacun, en engageant une énonciation singulière en quoi consiste la responsabilité. Cette responsabilité consisterait, fût-elle en la parole muette de l'analyste, à se tenir sur le fil d'un réel dont la poésie révèle depuis toujours les bords. Esther Tellerman. Poète et psychanalyste. Introduction. J'ai eu, je crois, dans ma vie une grande chance, celle de rencontrer très tôt l'existence de la psychanalyse et surtout d'en avoir fait quelque chose. Je devais avoir 16 ans. Aline Dubreuil, professeure agrégée de lettres modernes, fille d'un père industriel bordelais et élevée en Amérique latine, dotée d'une culture absolument prodigieuse, m'enseignait, après des débuts comme actrice de cinéma, la littérature. Lectrice éperdument amoureuse de Shakespeare dans le texte original, elle était aussi romancière, Ulysse et les sirènes, la femme du héros, et surtout peintre innovatrice, ayant développé vers la fin de sa vie une technique originale reposant sur l'usage de cire fondue. Elle avait une forme d'intelligence acérée qui instantanément vous éveillait et vous faisait entrer sans aucun obstacle majeur, au cœur du monde le plus complexe de la poésie, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Ponge, Bonnefoy et bien d'autres. C'est elle qui me parla de Freud pour la première fois. Je revois exactement l'endroit, et je me rappelle chaque détail de son vocabulaire choisi, les inflexions de la voix, la posture du corps, ses gestes élégants et raffinés, comme si c'était hier. Elle voulait me faire entendre l'importance considérable d'un texte qu'elle jugeait être une révolution de la pensée à lui seul. Il s'agissait de au-delà du principe de plaisir. Le choc fut intense, durable et immédiat. Ses paroles agirent comme une sorte de catalyseur irrépressible qui labourait et ensemençait le terrain de ce qui bientôt allait voir le jour, chez le jeune homme inculte et ignorant des choses de la vie que j'étais alors.
L'année suivante, lors de ma terminale, en cours de philosophie, je rencontrai Maryse Caudron, une très jeune normalienne lumineuse, habitée par la psychanalyse qui accomplit cette prouesse d'en articuler déjà à l'époque pour les lycéens de classe scientifique que nous étions, un enseignement extrêmement poussé et inédit, lequel pour le dire très vite me fit découvrir la fonction du signifiant, les déterminants inouïs que nous ne cessions d'en recevoir en tant qu'humains et bien entendu, l'œuvre de Lacan dans le même mouvement. Cette nouvelle approche, telle la réitération d'un premier tour et s'en nourrissant, agit comme le tranchant d'un bistouri et mit définitivement le feu aux poudres. Je me retrouvai en si peu de temps radicalement changé, différent, mordu à mon tour, oui, je peux le dire, frappé par cet étrange virus qui ne me quitta désormais plus. J'eus cette délicieuse imprudence en effet de tout miser d'emblée sur la psychanalyse, et cet acte valut radicalement en tant que nom du père, exactement comme pour Pascal, son pari, ainsi que le souligne Lacan. À partir de ce moment-là, je fus gagné par cette passion dévorante qui s'empara définitivement de mon désir. Aussi savais-je déjà que quel qu'en fût le prix, je pratiquerais un jour l'analyse. Les lectures de Freud et de Lacan qui vinrent ensuite, furent des révélations successives qui me bouleversèrent durablement et gravèrent des empreintes indéfectibles. Les écrits de Lacan ne me quittaient plus. J'y revenais sans cesse dès que j'avais 5 minutes, dans des bus, des trains, entre 2 moments d'occupation. J'avais ainsi découvert mon chemin de Damas. Le futur était baigné d'une vive lumière. Je ne savais évidemment pas encore comment j'allais y parvenir, mais j'appréhendais déjà confusément que c'était avec l'analyse que j'allais véritablement découvrir la clé essentielle de la vie, et aussi de mon avenir. Un je ne sais quoi émergeait brutalement sur le fuligineux fouillis d'un fond d'ébauche. Depuis cette époque dorée des premières découvertes, maintenant malheureusement lointaine, je me rappelle n'avoir alors rencontré que des gens, y compris supposés proches de ce champ de la psychanalyse, si peu allumés par lui. Le manque de vivant en général m'a toujours beaucoup tourmenté, et surtout profondément interrogé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tant de neutralité et d'indifférence au regard d'un tel trésor ? J'appelais plus tard cette foule informe les fonctionnaires de l'inconscient. Quelques années plus tard, engagé dans des études de médecine et conjointement de philosophie et après avoir terminé, selon ses dires, une cure chez un freudien de l'Institut, alors que je savais pertinemment qu'avec lui l'expérience n'avait pas même seulement commencé, j'en conclus simplement que cet homme n'avait pas été à la hauteur attendue de l'échange. L'immense tristesse qui en résulta ne me découragea pas pour autant. Je me remis en quête. Et j'eus tellement raison de le faire. C'est alors au CHU de Grenoble, au service des maladies infectieuses où je travaillais, que j'entendis parler de quelqu'un qui fut déterminant dans ma vie d'homme. C'est bien peu de le dire. Car m'advint alors comme un cadeau inestimable le privilège d'engager une cure avec Jean-Paul Hilton Brand, analyste de l'association lacanienne internationale, qu'il a lui-même fondée avec quelques autres, et qui est aussi par la suite devenu mon maître, puis 30 ans plus tard, mon ami. Dans ma relation à lui, le moindre échange, le moindre moment passé en sa compagnie était l'occasion d'apprendre. Je m'apercevais que l'intégralité de mes tribulations se résumait à cela, car depuis toujours c'était ce à quoi j'avais profondément aspiré sans le savoir. Je voulais apprendre. À mes yeux, dès le départ, la vie n'avait aucune valeur particulière, aucun prix, si ce n'est celui de donner le bonheur de pouvoir se mettre dans une disposition d'une perméabilité telle que l'on pouvait enfin, de gré ou de force, aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Nos 3 premières séances, dont je ne parlerai pas ici, mais dans un prochain ouvrage où je compte faire connaître la singularité d'une pratique, l'histoire de notre école et de notre mouvement, recelaient déjà l'essentiel de ce qui allait se développer ensuite. Très vite, j'appris à son contact que ce qui ne se disait pas, c'est-à-dire ce qui avait tendance à se refouler, finissait par avoir des conséquences suffisamment radicales et graves pour justement pousser au courage d'oser malgré tout dire, à plus forte raison ce qu'il n'aurait pas fallu et aurait dû rester tu. Mais une analyse ne se limite jamais à un huis clos avec son analyste, ce n'est jamais une fermeture stérile, mais une ouverture comme il est rarement donné d'en rencontrer dans sa propre vie. Et si cela ne se produit pas, autant dire que l'analyse n'aura pas eu lieu. Jean-Paul Hilton Brand y insista souvent et avec raison. Nécessité du travail avec d'autres, de la lecture régulière des textes fondamentaux, Freud, Lacan, etc.
de la fréquentation des élaborations de nos aînés vis-à-vis desquels ils nous mettaient aussi dans un transfert de travail assidu, Charles Melman, Marcel Tchermak, Christiane Lacôte, pour ne citer que ceux qui comptèrent le plus. Mais cette structure minimale absolument nécessaire ne produisait pas encore ce qu'elle pouvait donner de meilleur. Je le savais. Je le constatais. J'en souffrais aussi. Alors je continuais à chercher sans relâche. Manquait encore quelque chose de bien plus fondamental, qui aurait donné la véritable ampleur attendue. Une étoffe bien plus considérable. Mais que était-ce exactement ? Je ne le découvris que 4 ou 5 ans plus tard. Ce fut ma rencontre avec Marianne, ma femme, qui donna corps et réalisa en acte tout ce que l'analyse m'avait fait toucher seulement du doigt. Sa façon de parler, de lire et d'entendre autrement me faisait appréhender encore d'une nouvelle manière le monde que je commençais à découvrir dans la cure. Je lui dois beaucoup. À partir de notre rencontre, se produisit alors comme un aller-retour permanent, dans mon existence, du divan vers ma vie avec elle et de ma vie avec elle vers le divan. Peut-être en choquerais-je beaucoup en le disant, mais à mon sens l'un n'est pas possible sans l'autre. L'analyse n'est pas une abstraction, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation intellectuelle. Elle ne prend véritablement effet que de sa prise directe et de plein pied dans la vie, dont elle ne fait qu'amplifier les reliefs. Quelle que soit la douleur d'où l'on vienne, l'on découvre un jour combien elle n'était au fond pas si grave, puisque ce en quoi elle est particulièrement dangereuse, c'est qu'elle tend à fixer, qu'elle fige même dans une sorte de circularité contraire au mouvement ce qu'implique vivre. Il s'agit donc par son truchement d'essayer de trouver une voie différente de celle de l'affect, puisque le pathos est stérile et de surcroît ne nous apprend rien. Chacun aborde la psychanalyse d'une façon singulière, à travers une interrogation tenace. Freud par exemple était taraudé par ce que veut une femme. Lacan lui était tapé par la part du non-rapport qui frappe les sexes différents. L'important est donc de trouver sa porte d'entrée mais surtout de parvenir, à travers la poursuite de sa propre question, à rencontrer les uns et les autres, ce qui les anime. C'est de cette manière que qu'un nous avançons dans ce domaine, à nul autre pareil. C'est ainsi dans le plus strict respect de la transmission reçue de Jean-Paul Hilton Brand et de ma rencontre avec lui, que je voudrais parvenir à inscrire la rédaction de ce livre. Car cet ouvrage est avant tout un hommage à son infatigable travail. Voilà un homme qui, malgré l'ampleur de l'adversité et de la bêtise, n'a jamais dévié de son but. À ce titre, il est un exemple pour nous. Depuis plus de 35 ans, j'ai suivi l'élaboration de son œuvre dans ses moindres détails, grâce à quoi je suis entré plus avant dans le champ de la psychanalyse jusqu'à la faire mienne. On dit que la transmission est une tâche parfaitement impossible. Je tiens à affirmer ici et d'expérience que c'est une des plus grandes inepties jamais proférées. Ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes ou de femmes refusent la psychanalyse qu'il faut en édicter une généralité. Bien sûr, ce qui complexifie tout, c'est que cette transmission ne peut s'accomplir sur le versant d'une simple acquisition de connaissances. Le transfert en est la condition majeure, puisqu'il s'agit d'accepter pleinement et entièrement l'énonciation d'un autre, telle qu'elle peut se présenter avec ses lumières, ses zones plus complexes, ses trous, avec les désirs, les demandes, les symptômes, les impossibilités qu'elle comporte nécessairement, et la part de génie aussi. Ô combien! Oui, telles sont les conditions incontournables pour que quelque chose passe, perdure et peut-être s'inscrive. Ce qui est en jeu dans le transfert est en exacte affinité avec la lecture des textes analytiques. Ce ne peut être un choix à la carte. C'est la loi du tout ou rien qui s'impose, en écho au monde opératoire du signifiant. Un tel processus, qui ne peut s'effectuer évidemment en douceur, confronte parfois au désespoir le plus radical, conduit à une succession de pertes réduisant la portion congrue ce à quoi pouvoir se raccrocher avec confiance quant à la conduite sérieuse de sa vie. Il pose la nécessité d'un temps long, inhérent aux choses humaines qui comptent et à leur mutation. Un luxe absolu dans notre monde pragmatique et numérique où tout semble devoir aller toujours trop vite. La psychanalyse n'est pas un soin. C'est pour cela qu'elle n'entre pas dans la procédure du remboursement médical. Ce n'est pas une thérapie. On ne s'y rend pas pour soigner quelque chose qui serait malade et qu'ainsi il faudrait redresser d'une manière ou d'une autre. Ce qui pousse à s'y engager, et ce mot n'est pas trop exagéré, ne concerne pas une maladie, mais quelque chose de bien plus fondamental qui relève du registre de la vie que l'on entend enfin explorer. Il s'agit de trouver un meilleur chemin que celui emprunté jusque-là,
plus juste pour son désir, son existence, dès lors que l'on souhaite être un peu rigoureux et que l'on envisage son bref passage sur Terre comme relevant du plus grand sérieux, à ne pas négliger, manquer ou rater. Dans la tendance à vouloir s'améliorer se profile l'idée de vouloir atteindre une perfection. Or le but de l'analyse n'est pas de transformer le sujet en surhomme qui n'existe pas. On ne connaît que trop le destin funeste de toutes les tentatives de réforme de l'homme. Tout ce qui se propose pour y arriver relève toujours de l'imposture. L'analyse, plus modestement, nous permet de nous réaliser dans ce qui compte vraiment pour nous. Projet pourtant colossal. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, les exigences pour que se déroule une telle démarche et les conditions effectives de son accomplissement sont parfois antinomiques de ce qui se rencontre dans les institutions, associations et écoles d'analyse. C'est ce qu'il convient d'appeler un paradoxe. Car je sais malheureusement, et bien sûr à mes dépens, combien dans les milieux analytiques règne une défense considérable contre l'inconscient sous forme d'idéologies diverses, d'habitudes tenaces, d'attraits forcenés pour le pouvoir et ses honneurs entraînant manœuvres diverses de nomination puis de défection. Bref, des attitudes diverses n'ayant plus grand-chose à voir avec cette logique inouïe de l'analyse qui fut découverte il y a 130 ans déjà, laquelle pour faire court ignore la négation, le temps et la contradiction, nous commandant néanmoins en sous-main pour l'essentiel de notre vie, désir inclus, et cela par-delà les diverses justifications que nous sommes capables de nous donner dans l'après-coup. C'est en cela que tient l'essentiel de la découverte freudienne, prolongée par l'enseignement considérable de Lacan et de quelques autres, s'accepter gouverner par de bien curieuses lois. Et ne nous y trompons pas. Cette logique n'est d'ailleurs jamais aussi efficiente que là où elle nous dérange, ce qui veut dire aussi là où elle nous extirpe du marais de nos petites jouissances convenues. Incroyable alors ce pseudo-consensus social qui semble accepter le discours analytique, à condition qu'il n'aille pas plus loin que quelques idées supplémentaires qui s'ajouteraient au catalogue des curiosités diverses. Elle est tout au plus considérée comme une bien étrange lubie. Mais quant à ses effets, ils sont régulièrement gommés, déniés, refusés au profit de nouvelles illusions, le champ infini des thérapies diverses quitte à ce qu'elles s'enveloppent d'une caution pseudo-scientifique. Comment peut-on traiter aussi mal ses propres affaires? Se contenter de s'en remettre à des choses aussi futiles? Cela me demeurera toujours une question. Pourquoi cette inconsistance? Sans doute nombreux sont ceux qui en ont encore aujourd'hui radicalement manqué le message fondamental. De bonne foi? J'en doute parfois. Ou alors par pur cynisme? C'est encore possible, mais peu importe. Les livres noirs de toute nature dénotent ce même handicap majeur de ne pas avoir su ou pu lire correctement l'œuvre des fondateurs. Mais attention, l'ombre menaçante qui vient frapper par son opposition infondée n'est pas seulement issue de l'extérieur. Comme le suggérerait l'univers familier de chacun, elle s'insinue dans les rangs de ceux-là même qui devraient porter le discours de l'analyse, voire qui ont la responsabilité de lui donner ses directions fondamentales. Rien d'étonnant dès lors à ce que prolifère une gangrène au sein des institutions, pourtant susceptibles d'assurer le développement de la psychanalyse. Et cela probablement du fait d'une pratique ténue, conséquence d'une fréquentation trop soutenue avec nos contemporains et leurs inconscients, comme il n'en existe nulle part ailleurs dans nos autres liens sociaux. C'est ainsi que chez certains analystes s'en déduit un effet délétère qui se mesure par une sorte de réversion qui aboutit à un refus d'entendre les coordonnées de l'unbewusst, de l'unbevu et tout autant leur prise en compte, si ce est en entonnant les perpétuels et mêmes refrains, répétant des ritournelles anciennes comme le temps. Quelle solitude que de se trouver au cœur de telles assemblées où manque toujours le pas de plus, le souhait de forer des avancées, la soif d'inventivité, ce tourment lancinant qui tenaille et brûle. Alors la question qui insiste est la suivante. Où et comment pourrions-nous faire exister une psychanalyse enfin vivante? La psychanalyse telle que nous l'aimons, et à laquelle nous avons tant donné et qui nous a tant instruits. Lacan a pu affirmer qu'il préférait ses ennemis à ses amis, car il savait à quoi s'attendre de leur part. C'est que l'amitié ne fait pas toujours bon ménage avec l'analyse. Lacan le dit quelque part, le psychanalyste fait partie du dispositif de l'inconscient. C'est dire combien il peut se trouver l'adresse privilégiée des résistances et haines de ses interlocuteurs, par sa seule présence. Fussent-ils les plus proches collègues, ceux-là même qui ont fait l'objet de la plus grande attention,
qui ont été accompagnés avec le plus grand soin dans ce que l'on nomme leur formation. Et sans doute même, ajouterai-je, à cause de cet excès de sollicitude. Mais peu importe. Ce fait n'est pourtant pas nouveau puisqu'il a été à maintes reprises, amplement souligné par Lacan et par Freud avant lui. Que l'on garde en mémoire les déchirements tragiques qui ont présidé à la rupture de la relation de Freud avec Jung par exemple. Heureusement, il reste les patients, dirais-je. Car c'est vraiment avec et auprès d'eux que l'on peut encore mettre en œuvre l'analyse dans ce qu'elle a de plus exceptionnel, dans ce qu'elle porte de plus juste, de meilleur et ainsi vérifier ce que nous avons été capables de recevoir de nos aînés, d'en faire nous-mêmes et d'en transmettre à notre tour en tant qu'analystes à nos suivants. Chacun est donc responsable de ce qu'elle devient. Dans un tel contexte, le présent livre risque de faire bien des vagues. Si seulement. Rien ne serait davantage souhaitable pour tout dire. Remous, heurts, controverses sont nécessaires au mouvement même d'une analyse qui parle vrai de sa juste place. Car ou bien l'analyse est le tranchant même qui affûte les arêtes vives de nos réflexions, ou bien il faudrait se résoudre à accepter qu'elle ne soit rien. Mais l'art de la dispute n'est désormais guère possible, car pour continuer à caresser le narcissisme sans doute, on privilégie les scissions, c'est-à-dire s'en aller toujours ailleurs là où l'on croit pouvoir découvrir une herbe plus verte que celle qui nous environne. Pourtant, faute de cette mise au travail incessante, la psychanalyse ne peut que se figer, au mieux en un corpus de connaissances stériles qui appelle des vocations nombreuses de gardiens d'une doctrine envisagée désormais comme plus ou moins immuable, car ayant atteint son but, ou au pire se scléroser en un style propre au fonctionnement religieux, plutôt fondamentaliste et sectaire comme on le sait, et pris d'un obscurantisme rétif à tout changement possible. L'autre défense également couramment à l'œuvre concerne les positions non pas politiques, mais de politiciens au sein des écoles analytiques, au point de jeter dans la confusion la plus intégrale entre discours analytiques et ridicules enjeux de prestance, où tous les coups bas demeurent bien sûr permis. Mais quelle relation tout cela conservait-il encore avec la psychanalyse ? Aucune, bien entendu. Ce qui nous préoccupe vraiment comme analystes relève pourtant d'une toute autre tablature. Ce discours analytique fragile appelle en effet un certain nombre de préalables incompatibles avec les grands raouts, et l'appel à une productivité intensive qui anime la vie habituelle des groupes sociaux depuis leur entrée dans le tourbillon marchand. Faudrait-il réécrire des remarques préliminaires à toute mise en œuvre possible du dit discours, tant celle-ci semble à ce point oubliée ? Rappelons à ce propos juste un point. Sans conteste, ce qui nous spécifie dans le monde humain concerne la dimension essentielle du sexe en tant qu'elle relève, à la différence de l'animal, d'un chemin pour le moins complexe de symbolisation qui concerne l'introduction véritable dans les champs du langage et de la parole. Entendons une mise en place de la sexuation et de la sexualité. L'oubli de ce souci par exemple des parents à l'endroit de leur enfant, mais tout aussi bien l'indifférence au regard de ce point crucial de l'ensemble des aînés que chaque enfant est amené à côtoyer pendant sa formation, relève littéralement d'un acte d'autant plus nocif et grave quand il concerne des analystes d'enfants. Débat sur l'autisme en perspective. Impossible de trouver sa juste place d'homme ou de femme sans cette attention constante de l'autre à l'endroit du sexe et du désir. Voilà le style de rappel dérangeant sur lequel insiste de manière lancinante la psychanalyse. Avec ce style d'argument, elle ne se fait pas d'amis. Plus grave encore, sans l'inscription véritable de bords propres qui balise l'émergence de ce que l'on appelle un sujet, une analyse ne se conclut pas de demeurer sans acte. Elle se contente d'alimenter une débilitation qui ne manquerait pas d'être drôle parfois, si elle n'était méchante et dangereuse. En tant qu'analystes, nous sommes certes responsables dans notre pratique du lieu où nous conduisons ceux qui nous parlent, guidés par ce que nous entendons, mais responsabilité incluse aussi des analysants eux-mêmes qui l'acceptent. Chaque patient est impliqué dans ce qu'il devient et qu'il laisse ou non advenir dans sa démarche. Or, si notre monde semble ainsi se diviser entre ceux qui entendent et ceux qui s'y refusent, cette division pourtant traverse chacun d'entre nous de part en part, car tel est notre sort commun. À nous donc de savoir en tenir compte, car vouloir l'ignorer rend la chose bien plus virulente encore. Il ne s'agit pas davantage de se trouver référé à l'on ne sait quel manuel de bonne pratique. Pas de prescription a priori sur ce qu'il serait juste ou non de mettre en œuvre dans notre exercice. Notre éthique se résume à être une éthique du désir. Avons-nous, oui ou non, agi, vécu, décidé en vertu de lui et de lui seulement ?
puisque c'est à l'invention d'une énonciation inédite à chaque séance, et avec chaque patient, que nous avons affaire. Condition sine qua non d'une pratique vivifiante du désir. Le monde ne nous attend pas. Il court, il change, il cavale, exigeant de nous une lecture sans cesse novatrice si nous ne voulons pas contribuer activement à la disparition de ce discours si différent des autres et qui laisse à chacun, faut-il le rappeler vigoureusement, une toute petite chance que la vie ne se déroule pas sans lui. Dans le brouillard des mutations de notre univers after-postmoderne, il s'agit sans doute de s'éloigner un peu des sables mouvants baignés de brume pour tenter de ressaisir une rampe à laquelle se cramponner fermement. C'est le pari de l'analyse. Permettre à qui le souhaite véritablement de vérifier par lui-même la validité et l'incroyable actualité de ses découvertes. Si nous avons pu assister ces dernières années, au dire de certains, à une évolution du discours propre à notre champ s'offrant comme une tentative de purification, une forme d'abstraction forcenée qui semble se couper de plus en plus des problèmes tels que la clinique les pose lorsque des patients viennent en rendre compte autour d'un souci dont ils décident de s'occuper. Il y a néanmoins une possibilité d'entrer dans ce corpus complexe du fait de la gravité et du sérieux dont il traite une manière pourtant résolument percutante, légère et pour tout dire passionnante. Alors, pourquoi ne pas livrer ici sans détour les clés qui le permettraient à qui le veut ? Pour arriver à bon port, nous savons qu'une analyse isolée, bien qu'indispensable, ne suffit pas. Combien demeurent sur un divan pour confirmer l'échec et le ratage dont il se croit résolument constitué ? Il y a des jouissances auxquelles on tient plus qu'à soi-même. Fatalité de la répétition, dirions-nous, mais pas seulement. Refus aussi de sortir de l'enfance, de prendre acte du réel qui échoit à chacun. Impossibilité de s'extraire de la religion de la névrose infantile qui remet son destin entre les mains d'un autre. Recherche encore désespérée d'un autre de l'autre comme remède illusoire à la maladie de l'insatisfaction qui l'habite. Mais au-delà de ces diverses contingences, c'est sans doute aussi l'insupportable de la pratique de l'analyse qui pousse certains à multiplier leurs propres cures pour ne jamais devoir assumer pleinement ni la fonction délicate d'analyste, ni le réel duquel elle reste tributaire. Le mal contemporain, disons l'un de ses symptômes, est donc bien le choix de la multiplication des analyses personnelles, ce qui dénote qu'à l'issue d'un certain parcours, il est difficile de constater un changement radical avec ce qui était avant. Sinon d'ailleurs pourquoi voudrait-on reprendre une nouvelle tranche pour emprunter à la métaphore gastronomie ? C'est un aveu d'échec implicite, pire, un constat d'impuissance. Certains visent ainsi la succession des cures avec des analystes supposés plus talentueux les uns que les autres. Pourtant, là ne se situe pas encore la réponse appropriée. Outre le fait que ces démarches attisent de démentes rivalités entre praticiens, la question d'une cure ayant abouti, ce qui veut dire durant laquelle la conversion au désir et l'émergence à l'issue du processus d'un sujet ont opéré, reste entière. Car sans un tel acte requis, perdure l'hégémonie narcissique d'une coquille vide qui se mire dans son miroir et ne communique qu'avec elle-même, sûrement pour s'assurer la seule chose qu'elle sache faire. Une jouissance, ne serait-ce que pour savourer l'ampleur vertigineuse de son malheur. Personne face à vous donc. Une fois de plus, l'impasse de la solitude. Nous sommes maintenant avisés qu'il s'agit d'adjoindre à cette procédure de la libre association, sur et derrière le divan, et pourquoi pas le plus tôt possible, la lecture d'un certain nombre de textes fondamentaux inhérents à l'analyse même, mais aussi fondateurs de notre civilisation, non dans le silence de la découverte, mais en lien avec ce que l'on appelle un travail soucieux de l'échange à plusieurs, les cartels. À tour de rôle, la surdité des uns étant déplacée par la lucidité des autres. Je ne dis pas qu'il y aurait fixement ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas, mais que chez chacun existent des scotums qui peuvent s'éclairer de ce qu'ils ne sont pas nécessairement points aveugles pour mon prochain. Enfin, pour donner au trépied son dernier pôle, rappelons la nécessité du contrôle, si mal nommé, ou de la supervision, bien pire encore, bref de l'indispensable procédure qui consiste à pouvoir parler à un tiers de la chaîne signifiante d'un autre qui vous aura parlé. Mais ce nouage triple suffit-il pour autant ? Il ne semble pas. C'est dire l'obscurité qui plane encore sur la question incontournable de l'acte, et donc de la transmission de la psychanalyse. Comme nous le verrons tout au long de ce livre, le sujet ne se sustente que d'une vacuole dans le savoir. Redoublons ainsi notre question, mais comment parvenir à transmettre ce qui serait ainsi susceptible de faire trou ?
Ce livre s'adresse donc à tous ceux qui recherchent la structure depuis toujours, sans jamais avoir pu parvenir à la trouver. Qu'est-ce à dire exactement ? En ce domaine, la bonne volonté n'est d'aucun secours, l'enfer d'ailleurs en serait pavé. Car en effet, si la culture occidentale déployée depuis plus de 2000 ans n'a pas été acquise dans sa logique, son parcours et son évolution, impossible d'envisager de saisir les premiers linéaments de la psychanalyse qui est venue justement se fonder en introduisant des ruptures, des sauts radicaux et des déplacements considérables quant à son cours, manque de culture rendant les virages clés des divers discours inaccessibles à tout jamais. Ce qui n'est pas peu dire. L'analyse peut se perdre, non qu'elle serait interdite par un quelconque pouvoir totalitaire, ce qui pourtant dans le passé a déjà pu se produire, mais par l'extinction de la reconnaissance faite par le social à l'éminence de ce qui relève des champs du langage, de la langue, de la parole et des discours. Là se trouve un grand danger. Avec la structure, plus de possibilités de rencontrer la solitude fondamentale, qu'elle soit narcissique ou avérée, puisqu'elle nous révèle combien nous relevons tous du même déterminisme signifiant et littéral, de ce qui fait trou et nous humanise en forant pour nous la porte du manque et du désir, même si l'imaginaire préfère continuer à l'évoquer par le biais d'histoires qui se veulent pour chacun différentes, singulières, voire uniques, le fameux roman individuel et familial que se raconte le névrosé. La structure, c'est ce qui s'impose au sujet du fait qu'il n'est pas seulement un être biologique, à l'image du monde animal ou végétal, prévalence s'exprimant jusqu'aux thèses nauséabondes sur les races, que l'on retrouve dans tous les totalitarismes et leur ségrégation concomitante, nazisme en tête, mais communisme tout aussi bien. Aux antipodes, la psychanalyse soutient que du fait que l'être humain vient à la vie dans un bain de langage, son destin s'en trouve définitivement bouleversé, car le voici désormais aliéné à cette logique langagière. Rien de ce qu'il y a de plus éminent en l'homme ne peut advenir sans la mise en place correcte de cette structure du langage. Un chemin long, tortueux, escarpé et aride, parfois même scabreux, dont certains ne parviennent jamais à émerger vraiment, ne pouvant en aucune manière en appréhender les coordonnées correctes. Est-ce pour cela que des pans entiers de leur subjectivité s'avèrent intouchés par le déroulement de la cure ? Demeurés intacts tels des séquestres imperméables, ces zones d'étanchéité les retiennent tout entiers, ce qui se traduit par le fait qu'ils sont absents au monde, aux autres et d'abord à eux-mêmes. Or c'est exactement l'opération inverse qui consiste à devenir par l'être. Le par l'être, ce qui déjoue le paraître, même s'il n'exclut pas le semblant propre au monde de la représentation que nous laisse le signifiant, n'est donc pas une donnée de départ évidente et nous devons également apprendre à circuler parmi des ombres d'hommes torchés à la 642. Comme le disait avec raison Schreiber, des spectres qui vous tourneront le dos au moindre souci, car évidemment là, la seule certitude, c'est qu'il n'y a personne. Lacan, dans ses écrits et autres écrits, nous a pourtant livré l'essentiel pour parvenir à cette mise en place, mais peu de ces textes semblent avoir entraîné les conséquences inouïes qu'ils méritent. Comment l'entendre ? Au dire d'aucuns, la lecture des textes de Lacan semble particulièrement hermétique, tant les références implicites qui les tissent ont été progressivement perdues dans la transmission contemporaine du savoir, bien plus engagée dans une forme de pragmatisme plutôt qu'encline à baliser le chemin du retour aux textes décisifs de notre civilisation. Ceux-ci ne valent plus comme fourche codine autorisant à une circulation pertinente de notre contemporain dans son époque, mais dévoyés de leur but, ils ne visent plus qu'à former les futurs petits chefs du discours marchand. Belle réussite. L'instrumentalisation du savoir se généralise. Pourtant, la fonction des textes essentiels, dont font partie ceux de Freud et de Lacan, est indispensable. Encore faudrait-il se donner la peine de les lire. Comment pourrions-nous, par exemple, avoir seulement l'ambition de devenir homme ou femme, sans prendre connaissance des obstacles et impasses ainsi que des voies résolutives proposées par l'analyse faisant parfois rupture avec des siècles d'errance, voire d'erreurs, en tout cas de spéculations fautives ? C'est sans doute à cause de sa prétention mégalomaniaque que l'homme contemporain, se croyant autonome, c'est-à-dire capable de se débrouiller seul en dépit de ses racines comme de son passé, en est venu à les mépriser, pour ensuite perdre la méthode et donc la capacité de les lire. Saluons là encore avec ironie le supposé progrès d'un idéal de vie envisagé sans l'autre et sans l'autre. Aussi doit-on rappeler que pour entrer dans le champ spécifique de l'analyse, il s'agit, comme se plaisait à le redire souvent Lacan, d'y mettre du sien.
L'exigence de rigueur à laquelle nous convie l'analyse ne relève donc pas d'un pur jeu de style, l'enjeu demeure de taille. Nous savons que sinon la porte des éventuelles mises en ordre, auxquelles elle préside, pourrait implacablement rester close. La présente publication reprend ainsi les grandes lignes du cheminement que chacun est appelé à accomplir pour s'éloigner des rivages trop confortables de cette irrésistible passion de l'ignorance, prompte à gâcher si aisément le cours d'une existence. Espérons que le ton de ce livre soit assez impertinent et dégagé de tout propos trop conventionnel. Car le temps des tergiversations est maintenant révolu. La génération qui se met en place actuellement, disons la jeune génération d'analysants, jeune bien entendu non pas en âge mais qui va constituer les sources vives de notre avenir, n'est évidemment pas plus aveugle, plus sourde ou moins consistante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Rien n'est en effet plus surprenant que de pouvoir constater combien un auditoire même non averti à un certain nombre de propos analytiques peut venir se situer avec une grande acuité exactement là où on le suppose apte à entendre, y compris des points d'articulation éminemment complexes, à condition que l'on veuille bien les réveiller et non les endormir. Ce qui signifierait également que la plainte courante relative à la connerie contemporaine de notre prochain ne prend son origine que dans ce fait, devenu tristement banal, de le traiter avec si peu d'égard. Jusqu'à présent, les substitutions dans la vie sociale étaient possibles quand ce devenir par l'être était empêché, par exemple pour des raisons contingentes dans une famille. Nous pourrions dire que cette volonté d'élever l'homme au symbolique était un projet implicite auquel toutes les institutions contribuaient, famille, école, religion, travail, État. Ce n'est plus le cas de nos jours. Sans doute, l'accès à une jouissance assurée et confortée se présente de plus en plus à la place comme nouvelle norme. C'est dire combien chacun est devenu encore plus qu'avant, responsable d'assumer ce devenir sujet s'il le souhaite. Ce qui est aussi une chance. Mais en quoi ceci est-il si décisif ? Si la seule éthique dont nous avons à nous réclamer avec l'analyse s'avère une éthique du désir, celle-ci ne pourra jamais se réaliser sans que soit pleinement advenu un par-l'être. C'est aussi simple que cela. Sans le par-l'être, un monde sans éthique est ce qui commence à sourdre autour de nous, avec le déferlement des hordes sauvages dans notre espace public à la moindre occasion, ou la réaction inverse qui revient au même, l'édification rigide d'une morale religieuse régressive. Je ne suis donc pas de ceux qui considèrent que l'inconscient soit une saloperie, et par conséquent la cause humaine une cause perdue d'avance. De tels propos, comme on le sait, ne servent qu'en tant qu'alibi à justifier diverses abjections. Car faire une analyse rend justement plus lucide et invite à se conduire autrement. Le parcours ici proposé, non seulement, dégage les incontournables de la structure, mais devrait permettre à chacun de trouver ou de retrouver les appuis indispensables à ce que s'accomplisse, jusqu'à un terme souhaitable, la conversion au désir par laquelle nous sommes appelés à prendre place, au sein de cette donnée qui semble malheureusement se faire de plus en plus rare aujourd'hui et qui s'appelle tout simplement un destin tissé d'un peu de dignité humaine et de courage. Chapitre 1 : La phase du miroir. Bien entendu, la vie commence avant la mise en place de cette phase, mais c'est néanmoins avec cette dimension du miroir que les fondements d'une subjectivité amorcent leur articulation. Cependant surgit d'emblée un paradoxe notable. Le maintien de cette phase en l'état est une impasse majeure pour le par-l'être, nous verrons pourquoi. La question brûlante étant donc de trouver un moyen efficace de s'extraire de son hégémonie, sans en nier pour autant l'importance majeure. L'élaboration par Lacan de cette notion, dès 1936, tente de rendre compte de la constitution primitive du moi et par conséquent du narcissisme qui en dépend. Mais qu'est-ce que le moi ? La réponse n'est pas si simple. Freud le premier assure cette nomination pour la psychanalyse, mais qu'il détache néanmoins de la tradition qui la précède. Le moi ne se résume pas du tout, contrairement à une fausse idée pourtant très largement répandue, en une instance qui serait uniquement imaginaire. S'il est vrai que le moi a affaire avec le moi idéal freudien qui lui semble purement relever de cette dimension, c'est pour rappeler que ce que l'on nomme par commodité moi est la première ébauche capable de se retrouver investie par la libido, autrement dit de valoir donc en tant qu'objet sexuel primitif. Car le moi concerne aussi une autre instance dite idéale du moi par Freud, essentiellement symbolique cette fois,
ensemble complexe que le sujet aimerait pouvoir atteindre en tant que réseau d'aspiration subjective d'une part et véritable matrice qui va se trouver capable d'accueillir les strates successives ou sédiments liés aux identifications secondaires et sociales propres à une époque, une région géographique et une culture donnée. Or, du fait d'une présence symbolique en son fondement et pas seulement d'une constitution imaginaire à son principe, il demeurera difficile de simplement souffler dessus pour s'en débarrasser. Il en ressort d'emblée la mise en place d'une structure profondément aliénante, certes nécessaire dans un premier temps, mais dont il faudra néanmoins parvenir à se déprendre en partie, afin de pouvoir entrer dans un monde qui reconnaisse et fasse une place privilégiée au langage qui nous constitue. Mais revenons sur le détail d'une construction aux conséquences si massives, bien que régulièrement oubliée. Il convient d'abord de rappeler ce qui précède l'instauration de cette phase du miroir, à savoir l'état d'immaturité motrice, de prématuration présente dans les premiers mois qui suivent la naissance du nouveau-né humain, donc responsable d'une forme de débilité au regard des diverses fonctions ultérieures qu'il est supposé devoir acquérir. À la différence de ce qui se joue chez l'animal, ce dernier étant beaucoup plus rapidement opérationnel et apte à se débrouiller seul, l'enfant humain doit longtemps être tributaire des '. Un autre pour sa survie et pour ses soins. De ce fait s'inscrit ce que l'on appelle un réel, un impossible d'origine qui est particulier à l'enfant et nécessite pour lui d'emblée l'intervention d'un autre secourable qui puisse veiller sur lui et ses fonctions vitales. Ajoutons à cela une perception issue du corps qui l'accompagne, une sorte de vécu parfois cataclysmique de morcellement, que Melanie Klein a nommé dans son œuvre d'un terme très évocateur, phase schizoïde. De quoi s'agit-il ? C'est que le corps n'est pas appréhendé immédiatement par le nouveau venu, comme faisant un. Pourquoi en est-il d'ailleurs ainsi ? C'est que ce qui lui a offert l'occasion de se maintenir vivant concerne la capacité de sa mère ou de la personne qui l'a eu en charge, d'avoir insufflé pour lui l'indispensable mise en route des pulsions. Ainsi, issu directement du fait du nécessaire allumage pulsionnel instruit par la mère ou par ceux qui s'occupent du bébé, les diverses poussées de pulsions viennent habiter chaque fente corporelle, la bouche, la marge anale, palpébrale, l'oreille, etc. Mais bien que tournés vers un but commun, celui de participer à la pérennisation de la vie, ces orifices demeurent pourtant indépendants les uns des autres. Ils s'avèrent ainsi source d'une jouissance partielle, chaque bord ne cessant de réclamer pour son propre compte et donc ne permettant pas encore une appréhension corporelle unifiée ou globale. L'enfant ne reçoit ainsi de son corps qu'une somme de sensations fort étranges et controversées. Pour lui, en effet, il ne s'agit que de trous juxtaposés et qui jouissent indépendamment les uns des autres. Ces trous autonomes échouent à élaborer un ensemble qui tienne et qui fasse corps. Dans ce temps préspéculaire, où n'a pas encore été reçue l'assise d'une frontière imaginaire nette, dedans-dehors, soit autre, etc., ce n'est que par l'opération de l'identification à sa propre image, conçue d'abord comme constituant un tout parfaitement étranger, un autre non pas comme lui littéralement réduit à l'état de morceau, mais entier donc, qu'il va enfin être conduit dans un second temps à se reconnaître en cette image unifiée, anticipant ainsi sur son état réel d'immaturité précoce. Il s'agit d'une découverte féconde puisque c'est par le biais de ce souhait de vouloir ressembler à cette image une de lui, qu'il n'est pas encore, icône qu'il prend pour un autre irréductiblement différent, que se mettra en forme cette force de transformation le concernant, par laquelle il pourra devenir autre que ce qu'il était, à savoir ne pas en rester à ce vécu schizoïde du début. D'ailleurs, diverses transformations et conséquences anticipatrices liées à cette identification à l'image sont attestées par Lacan, y compris dans le champ de l'éthologie. Ainsi, l'image spéculaire qui est apparue comme solution au vécu de morcellement va servir désormais de référence au monde appréhendé par le par-l'être, puisqu'il va concevoir en effet l'univers dans lequel il est plongé sur le modèle de la relation intuitive à ce corps dès lors qu'il fait un pour lui. La sphère en serait un modèle représentatif fidèle, et l'on peut à ce propos se reporter à la conception aristotélicienne de l'univers par exemple, en tant qu'emboîtement successif. C'est dire combien la solution apportée par l'identification globalisante à une image une, et qui permettra ensuite de se reconnaître, véhicule avec elle, en contrepartie, une aliénation au semblable et une confusion à l'origine de la dimension proprement paranoïaque de tout par l'être, puisque désormais, moi, c'est l'autre et l'autre, c'est aussi moi. Ainsi, ce que par exemple, je repère, dénonce ou aime à l'occasion chez le semblable,
n'est que ce que je méconnais me concernant en propre. Ou à l'inverse, la façon dont je m'appréhende n'est que décalque et traduction de traits prélevés chez un autre. Il existe donc un lien d'aliénation profond et fondateur entre le moi et l'autre. Cette disposition précoce spécifiquement humaine a été parfaitement repérée par Hegel dans sa dialectique du maître et de l'esclave. Elle a été aussi pressentie par Marx, mais dans le champ trop limité du travail. De ce fait, ces analyses demeurent en effet partielles, là où la psychanalyse y reconnaît un fait de structure généralisée dans son effet et ses conséquences. À partir d'une telle mise en place, l'on peut se demander par exemple, comment préciser l'amour ou la haine? Qui est visé par l'un ou l'autre? À qui s'adresse-t-il? À soi-même ou au semblable? L'opération d'inscription du spéculaire figure comme moment de précipitation ou d'étincelle, au cours de laquelle se réalise la maladie de la subjugation. Celle-ci s'effectue par le fait de s'octroyer une image fondée sur une copie d'un identique à soi. C'est aussi un temps essentiel de floculation, de prise de la fonction phallique dans l'image. Autrement dit, un instant au cours duquel cette image de soi se trouve éminemment désirable, donc endosse cette propriété d'être fascinante. Mais ces opérations s'accompagnent conjointement de la mise en place d'une méconnaissance radicale qui érotise le petit autre, sans apprécier que ce ne sont que les traits de soi-même qui sont ainsi valorisés, idéalisés ou au contraire rejetés. À l'inverse, ce que le moi situe comme fondamental chez lui prend habituellement sa source chez le petit autre, le semblable, le même comme nous l'avons déjà désigné. Cette structure est forcément à l'origine d'un face-à-face imaginaire et mortifère entre moi et l'autre, l'un étant la doublure de l'autre dans un dispositif propre à soulever tous les malentendus et qui, tel un mur dressé, celui du champ purement informatif de la communication, appelé aussi dialogue de sourds, fait obstacle à la rencontre entre par l'être, axe dia du schéma L de Lacan, et à la prise en compte de la dimension du désir et de l'énonciation inconsciente située en place de L'. Autre symbolique inconscient, axe dia $ du même schéma. De là se déduit dans la vie de groupe le rôle de la haine toujours suscitée pour ce qui est différent de soi, du racisme radical qui est sans remède, car de structure. Mais sans devoir évoquer la question de l'étranger, comment une femme tout simplement pourrait-elle dans un tel dispositif clos trouver à faire reconnaître son altérité, sa singularité ou sa différence? Bien que la dimension visuelle semble à tort y prévaloir, ce que Lacan appelle le stade du miroir, qui n'est pas un stade, est lié plutôt à la fonction du regard de l'autre, regard qui peut aisément se donner à entendre à travers le discours porté par cet autre qui anticipe la venue au monde de l'enfant et l'accompagne d'abord dans ses premières années. Ainsi, on ne se voit jamais directement par ses propres yeux ou plutôt avec son propre regard, mais seulement à travers le prisme de ce regard de l'autre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.